Salut, c'est Joe Godin. Et aujourd'hui, on se retrouve encore pour parler des playoffs NBA. Il nous reste 4 séries à aborder. Donc, notamment ces fameux Philadelphie contre Washington, les Suns de Phoenix contre les Los Angeles Lakers, les New York Knicks contre les Atlanta Hawks et le Utah Jazz contre les Memphis Grizzlies. Alors, on perd pas plus de temps, je suis déjà assez à la bourre. On attaque direct et aujourd'hui, on commence par parler de la série Philadelphie contre Washington. Alors, vous commencez à connaître la procédure, on va faire ça en 3 étapes. Je vais présenter d'abord les deux équipes avec leurs stats, leurs 5 majeurs, leurs remplaçants et leur style de jeu. Après, je vais parler des clés de la série. Et ensuite, j'aborderai mon pronostic personnel qui n'engage que moi. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, les amis, je m'en fiche un peu. Mais bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à commenter, liker, je sais pas quoi, hein, c'est ce que font toutes les putes, tous les youtubeurs, je veux dire. Passons à la suite, on enchaîne direct. Donc, le 5 majeur de Philadelphie qui ont fini premier de la conférence Est avec 49 victoires pour 23 défaites. Alors, nous avons en meneur ce bon vieux Ben Simmons, qui fait 2,6 m, qui est toujours assez intéressant à avoir joué. Seth Curry à l'arrière, Danny Green à l'ailier, Tobias Harris en poste 4, il est fort, et le fameux Joel Embiid en pivot. Que dire, que dire, que dire, que dire. Déjà, il y a eu beaucoup de changements par rapport à l'année dernière. Ça a apporté du spacing. Donc on voit directement les apports de Seth Curry, Danny Green dans le 5 majeur qui rapporte du shoot à 3 points. Et on va en avoir besoin parce que je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne à Philly. Ça leur fait jamais de mal d'avoir un peu de shoot. On va commencer par parler de ce fameux Joel Embiid. Joel Embiid qui sort une saison de MVP. Pour moi, c'est Jokic, hein, parce qu'il y a juste une seule raison qui empêche Joel Embiid d'être MVP, le nombre de matchs joués. 49 cette saison, c'est vraiment trop peu sur 72. Joel, t'es un monstre, mais arrête d'être aussi fragile si tu veux gagner des titres individuels. Ça fonctionnera jamais comme ça. En dehors de ça, on peut voir que déjà c'est un aspirateur à rebond, mais ce qui est super intéressant, c'est de voir aussi qu'il est à 37% à 3 points cette saison. Aussi, il a diminué son nombre de tentatives. C'est lié à l'apport de leur nouveau coach, Doc Rivers, qui est arrivé cet été avec de la crainte pour certains, de la joie pour d'autres, plus le nouveau general manager Daryl Morey qui a ramené du shooter tout autour de ça, parce que, évoquons directement le point de vue, le problème principal, Ben Simmons, il ne shoot pas. J'ai mis des pourcentages, hein, il est à 30% à 3 points. On pourrait se dire, c'est pas si mal. Ça va, 30% en vrai pour un mec qui soi-disant n'a pas de shoot. Ouais, sauf qu'il en prend genre 0,8 par match. C'est moins d'un par match. Et c'est souvent des tirs casse-croûte en fin de possession où on lui donne le ballon. Vas-y, mon gars, essaie de le mettre sur un malentendu, ça va faire rire tout le monde. Si tu, si tu briques, on s'y attend, quoi. Si t'envoies un gros parpaing, on s'y attend. Donc, faut pas. On peut voir que le Big Free, le grand 3 de Philadelphie, est très bien dessiné cette saison. Tobias Harris reçoit de plus en plus de ballons. Il a 40% à 3 points lui aussi. Pareil, Danny Green, hein, et Seth Curry qui sont dans les 40% à 3 points. C'est quand même assez exceptionnel et ça fait beaucoup de bien. Parce que le jeu s'oriente vraiment autour de Joel Embiid, qui joue au poste, c'est-à-dire près du cercle, dos au panier. Mais le problème, c'est que c'est facilement contrable si on envoie quelqu'un d'autre faire une prise à deux. Si tu es en défense et que tu vas pas le laisser tout seul. Sinon, il va provoquer des fautes, il va marquer des points, enfin, c'est horrible. Donc, tu envoies quelqu'un pour aider ton collègue à défendre sur lui, mais du coup, ton joueur, tu le laisses tout seul. Donc là, il faut des mecs qui sont capables de punir de loin pour espacer les défenses, d'où la définition de spacing hein, que j'utilise beaucoup. C'est une notion fondamentale dans la NBA actuelle. Ça leur fait beaucoup de bien d'avoir des shooters autour, même s'ils en mettent 12-13 points par match. C'est pas ça l'important. L'important, c'est que ça va créer de la crainte à la défense adverse qui va se dire merde, je fais comment? Joel Embiid, je peux pas envoyer 2 mecs sur lui parce que sinon je laisse mon shooter ouvert derrière. Et mon shooter ouvert, quand c'est Seth Curry ou Danny Green, ça met dedans, il n'y a aucun problème. C'est comment tu fais pour défendre Joel Embiid qui est inarrêtable. N'ayons pas peur des mots, il est inarrêtable. Marc Gasol, par le passé, lui a fait un peu à l'expérience, un peu à l'européenne, on dira, un peu de vice, un peu de... Mais c'est le seul qui a réussi à le stopper. Sinon, Joel Embiid est inarrêtable. Et en plus, 37% cette année à 3 points. C'est-à-dire que même quand Ben Simmons, qui joue que près du cercle, qui distribue beaucoup le ballon, qui court beaucoup, qui défend très très bien, mais quand Ben Simmons attaque le cercle, il ne faut pas que Joel Embiid soit dans les parages, sinon ça fait embouteillage. Parlons vite fait défense, hein, parce que c'est une des meilleures défenses de la ligue, et il y a une raison. Quand on regarde le 5 majeur, Ben Simmons, c'est interchangeable, ça défend tous les postes. Au pivot, il a un peu des galères, mais il peut s'en sortir sur la majorité des pivots qui ne sont pas vraiment offensifs actuellement. Seth Curry, bon, c'est petit.
C'est le seul qu'on va dire qui a un petit bémol. Mais il compense par de l'agressivité, un peu d'intelligence, il arrive à avoir un peu d'interception, donc c'est pas si mal. Danny Green qui a fait ses preuves aux Spurs, à Toronto, c'est un vétéran de 35 ans si je dis pas de bêtises, qui a montré qu'il savait très bien défendre. Tobias Harris qui se fait violence, qui arrive à mettre de l'impact, de la volonté, et c'est très bien pour lui, quel plaisir de le voir cette saison. On en rediscutera un peu plus loin de Tobias Harris, mais vous verrez. Et Joel Embiid, bien sûr, qui... On parle beaucoup de Rudy Gobert, qui va, selon moi, être le meilleur défenseur de l'année, mais pour moi, Joel Embiid, c'est du même niveau. C'est un mec, tu t'approches du cercle, tu peux te faire contrer. Il peut te suivre mobilement, parce qu'il a les capacités physiques de te suivre. Il va te mettre des coups d'épaule, il va te rentrer dedans, et il est très fort physiquement. Tu peux pas le reculer comme tu veux. Donc forcément, ça bloque la raquette. Et ça permet aux autres extérieurs de pouvoir être plus libérés, en se disant, bon, si je me fais passer en un contre un, il y a Joel qui arrive et qui casse tout. Ça, c'est fantastique. Maintenant, toujours l'interrogation entre Ben Simmons et Joel Embiid, c'est le physique. Et ça, on en rediscutera. Maintenant, enchaînons avec les remplaçants importants, il y a encore des choses à dire. Alors, dans les remplaçants, je vous ai mis Matisse Thybulle, George Hill, le bon vieux vétéran, Shake Milton, Dwight Howard et Furkan Korkmaz. Bon, mon accent turc n'est pas exceptionnel. Hein. Déjà, on peut voir que ce 5 remplaçants défend assez bien. George Hill, ça couvre bien. Matisse Thybulle, c'est pour moi une des révélations défensives de l'année. Moi qui suis fan de Devin Booker, le numéro 1, c'est pour lui. Cette année, il l'a fait souffrir. Matisse Thybulle, il a sorti des gros contres et tout. Bon, il a pris un peu la sauce parce que Booker était un phénomène, mais très solide, pareil, interchangeable, volontaire et un gros QI défensif. Il lit très bien l'action adverse avant même qu'elle se produise et ça, c'est super intéressant, super important quand on veut être un bon défenseur, c'est comprendre les schémas offensifs de l'adversaire pour pouvoir les impacter. Après, le truc, c'est qu'en attaque, c'est pas encore ça. Il faut qu'il développe un shoot. Il est sur la bonne voie, faut pas oublier que c'est que sa deuxième année. Hein. Il a 23 ans, quoi. C'est un minot. Hein. C'est un minot, n'ayons pas peur de le dire. Hein. Deuxième saison, 23 ans, il peut que s'améliorer de ce côté-là. Mais quand ça va être le cas, c'est un titulaire indiscutable et ça sera un joueur vraiment décisif pour les Sixers. Bon, George Hill, qui est plutôt un shooter, mais plus à 2 points qu'à 3 points, il a bien régressé malheureusement. Il avait fait une saison, et si je dis pas de bêtises, à Milwaukee où il était à 40% à 3 points. Là, il est un peu retombé autour des 32-33. C'est un peu dommage parce que Philly a besoin de spacing toujours. Quand tu as Ben Simmons et Joel Embiid dans ton équipe, tu as besoin de spacing. Mais il est capable de dépanner. Il a connu des grandes joutes de playoffs, autant avec Milwaukee, les Pacers, même les Spurs à l'époque, ainsi de suite. C'est vraiment un vétéran qui leur fait du bien parce qu'il apporte aussi, pas de l'organisation vraiment, mais il peut recadrer tout le monde. Il peut poser les choses et calmement, allez, on passe à la suite les gars. On se focalise pas. Shake Milton, qui est très intéressant depuis son arrivée, non drafté normalement, si je dis pas de bêtises, de l'an dernier. Sa deuxième année, il se développe comme un shooter de plus en plus prolifique, même si cette saison, 34,9% à 3 points, c'est trop faible pour faire de lui un pseudo-titulaire aux côtés de Ben Simmons. De plus en plus agressif en défense, enfin, il tient le bon bout. Après, ce sera jamais une superstar, mais ça peut être un très bon role player de complément, surtout dans cette équipe de Philadelphie. Furkan Korkmaz, qui est capable de tout faire sur un terrain entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a un peu de dribble, il shoot, il est de mieux en mieux sur son shoot. Bon, un peu sélection de tir un peu hasardeuse des fois et des choix de passe, des choix de jeu un peu hasardeux encore. Mais il est encore relativement jeune. Ouais, 23 ans. 23 ans, il a le même match que Table, mais ça doit faire sa troisième saison dans la ligue. Donc, il va se développer petit à petit, mais il risque d'avoir de l'impact en playoff. Si tu as besoin de faire souffler cette Curry, tu fais rentrer Furkan Korkmaz, t'es très heureux. Quoi. Et enfin, Dwight Howard au pivot. Bon, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Dwight Howard? L'an dernier, champion avec les Lakers, ancienne superstar avec Orlando, Houston, ainsi de suite. Là, il s'est vraiment, depuis son passage aux Lakers, il s'est vraiment confirmé comme un joueur pivot, défensif, remplaçant. Je vais avoir quelques ballons en attaque, mais ça va pas être le plus gros de ce que je vais faire. L'important chez lui, ça va être son impact défensif, son impact en tant que vétéran. Voilà, c'est tout ce qu'on lui demande. On lui demande de prendre des rebonds, de contrer, de jouer près du cercle et de jouer dur. Mentalement, d'être là, de faire du bien à tout le monde. Bon, malheureusement, il a été un peu plombé par les fautes techniques cette saison, parce qu'il a un peu une grande gueule quand même, hein, faut pas l'oublier. Mais ça montre aussi une certaine hargne qu'on lui reprochait à ses débuts, où on le voyait tout le temps sourire, ainsi de suite. Donc c'est une belle reconversion pour lui, c'est un bon role player et il fait beaucoup de bien quand tu dois faire souffler Joel Embiid, faire entrer Dwight Howard, ça continue, rien que défensivement, à avoir une accroche dans la raquette et ça fait beaucoup de bien. En mention, j'ai juste cité Tyrese Maxey, qui est leur meneur rookie de cette année, qui est un pétard ambulant, qui est capable de
de prendre feu à tout moment. Voyons voir s'il joue en playoff. Peut-être que Doc Rivers considérera qu'il n'a pas encore forcément la maturité pour. Mais en attendant, je le vois bien rentrer pour 5-6 minutes, avoir un peu d'impact, faire un peu de passe, prendre un peu de shoot. Il est capable d'avoir un impact. Après, lui, c'est un gars dont on reparlera d'ici 2-3 ans et qui, je l'espère, sera développé et sera un peu plus constant, notamment en attaque, mais aussi en défense où il est encore un peu frêle physiquement pour tenir les meneurs en face. Et là, contre Washington, niveau meneur, ils ont quand même un gros client en face, on en reparlera. Donc, maintenant évoquons leurs stats en commençant par leurs points forts. Déjà, première chose à voir, troisième de la ligue en transition. Troisième de la ligue, il y a une raison, elle s'appelle Ben Simmons. Ben Simmons, dès qu'il prend un rebond, il court, il y va, il y va, il y va. C'est vraiment bien, il n'y a pas de souci. Après, il faut voir comment ça va se translater en playoff. Contre Washington, tu vas pouvoir courir parce que c'est leur style de jeu, on en reparlera. Mais quand tu vas affronter Milwaukee, Brooklyn, si tu vas plus loin, même Miami, ce genre de trucs, je suis pas certain que forcément tu aies beaucoup d'occasions de courir dans tous les sens. Mais je leur souhaite. Ensuite, leur défense, j'en ai parlé, c'est une de leurs principales qualités cette saison. Ils sont deuxième au point encaissé de la ligue. Ils sont premiers aux interceptions, deuxième au bloc, premier aux pertes de balles adverses par match. C'est super. Après, encore une fois, intercepter et contrer, c'est pas forcément des bonnes défenses, mais ça fait toujours du bien parce que ça crée des points en transition. Et Ben Simmons se nourrit de ça. Donc en soi, ça fait du bien. Et surtout quand tu es accompagné par Curry ou Danny Green qui peuvent suivre. Parce que Joel Embiid, il va pas te suivre sur les transitions. Tobias Harris, il peut. Mais voilà, surtout Ben Simmons qui va faire sa loi, qui va essayer d'attaquer le cercle ou de distribuer un bon ballon. Donc ça, c'est super. C'est super, ça montre qu'ils sont très orientés pour profiter de ces points-là, qui sont des points faciles. Après, en playoff, encore une fois, comme j'ai déjà dit, l'intensité augmente, le jeu ralentit légèrement, donc il faut voir comment ça s'accompagne tout ça. On peut voir aussi qu'ils sont assez efficaces, 9ème de la ligue avec 47% au tir, c'est sympathique, sincèrement. Surtout quand on voit que par le passé, ils pouvaient avoir quelques problèmes de ce côté-là, notamment avec des shoots casse-croûte, ainsi de suite, avec des joueurs qui envoyaient des saucisses, on va pas se mentir, hein, qui prenaient des shoots en première intention un peu bizarres. Et notamment Joel Embiid, qui en prenait beaucoup à 3 points, ça a pénalisé totalement ses stats. Là, ça se voit qu'il a retrouvé un rôle près du cercle et toute l'équipe de Philadelphie en profite. Et ensuite, les provocations de faute, ben, c'est encore une fois l'effet Joel Embiid. Joel Embiid, c'est un mec qui va te provoquer 9 à 10 lancers par match, rien que lui tout seul. Cette saison, il y a eu des stats incroyables, notamment un match contre Boston, où, si je dis pas de bêtises, Joel Embiid tire plus de lancers francs dans le match que toute l'équipe de Boston réunie. Ça montre aussi qu'il est inarrêtable. Proche du cercle, tu es obligé de soit faire faute, soit le laisser faire, mais tu veux pas, donc tu fais faute. Sauf que le problème, c'est que le mec, il tire à 70 ou 75% dans ses francs. Donc, quoi que tu fasses, t'as perdu, quoi. Après, niveau des points faibles, bon, les passes décisives, 25e de la ligue, 23 passes par match. Petit problème, après, ça vient surtout du fait qu'il joue beaucoup sur des isolations, c'est-à-dire on donne la balle à Joel Embiid au poste, tout seul sur un quart de terrain, et on voit ce qui se passe. S'il arrive à marquer, tant mieux. Sinon, il faut ressortir en catastrophe. Et ça joue beaucoup du 1 contre 1 pour l'instant, Philadelphie. Il y a un peu Ben Simmons qui va, entre guillemets, organiser, même si c'est pas vraiment un meneur organisateur pour l'instant, en tout cas. Il est en train de se développer comme ça. Il est encore assez jeune. Mais pour l'instant, ça n'est pas le cas, selon moi. Perte de balle. Encore une fois, une équipe jeune, quoi. 14,5 par match. C'est un peu trop, quoi. Ça montre aussi qu'il il y a peut-être des fois des passes tentées, quand on veut courir, le problème c'est qu'on confond souvent vitesse et précipitation. Et ça, c'est l'erreur classique des équipes jeunes. Bah, ça va faire que s'améliorer dans tous les cas, selon moi. On revient au spacing. Ils sont 29e de la ligue au tir à 3 points. Ok, ils jouent beaucoup à l'intérieur, et comme je l'ai expliqué plusieurs fois, Joel Embiid, c'est le joueur qui a le plus de possession au poste de la ligue. Il faut le savoir, hein. Il en a 10 et quelques par match. Donc en soi, c'est normal que tu prennes moins de 3 points. Après, si tu en prends moins, mais que tu en mets 37-38%, on va jamais rien te dire, parce qu'avec une force telle que Joel Embiid à l'intérieur, t'es refait. Mais en attendant, ça peut causer problème dans le sens où, par exemple, une des défenses particulières sur Ben Simmons, c'est de lui laisser 2-3 mètres de recul, le laisser tout seul à 3 points, et l'attendre dans la raquette. Donc ça te fait un peu un embouteillage, comme je l'expliquais un peu plus tôt, et ça empêche à Philadelphie de développer son jeu tranquillement. Donc ça a été résolu en partie par les apports de Seth Curry, de Danny Green qui sont arrivés cet été, mais c'est pas encore totalement solutionné tout ça. Il va falloir faire attention dans les prochaines années et continuer à vouloir diversifier toujours l'attaque de Philadelphie. Elle ne peut pas reposer que dans les mains de Joel Embiid, c'est impossible. Bon, les fautes par match, ça montre une certaine agressivité. Dwight Howard en prend plein. Joel Embiid, il peut un peu trop parler des fois. Ben Simmons, ainsi de suite. Bon, pour moi, c'est un peu bidon, mais il fallait que je le cite quand même. Pourcentage de lancer franc, ça c'est un peu plus dommageable. C'est-à-dire que Ben Simmons, c'est pas un bon tireur de lancer franc. Joel Embiid, je l'ai dit, il est à 75-77%, c'est correct. Mais derrière, on a Dwight Howard qui est autour des 60% en carrière, voire 55%.
Donc c'est sûr que ça aide pas, quoi. Taïbul qui est pas encore totalement régulier, ainsi de suite. Faut... C'est un tout, c'est un tout. Le jour où Ben Simmons, encore une fois, développe et prend confiance dans son shoot, ça ira mieux, mais là pour l'instant c'est plus pénalisant. Après, si tous tes lancers sont pris par Joel Embiid, il va en mettre peut-être 15 sur 18, donc t'es refait. Mais si Ben Simmons en a 7 ou 8, il va en mettre 1, 2, 3 peut-être 4 sur un malentendu. C'est des points gâchés, quoi. C'est dommage parce que les lancers francs, c'est vraiment des points offerts, il faut en profiter. Il faut punir l'adversaire sur ce genre de choses. Si l'adversaire fait des erreurs comme ça, il faut le punir. Sinon, tu feras punir. C'est la loi du sport. Bon, on peut voir que j'ai cité aussi l'attaque en fin de match, dans le sens où, bon, ils sont 20e de la ligue dans le dernier quart-temps. Encore une fois, ça dépend d'à quel moment tu as plié le match en saison régulière. Vu qu'ils sont premiers de la ligue, ils ont fini pas mal de matchs avec leurs remplaçants. Donc il y a aussi une certaine tolérance à avoir de ce côté-là, à voir si ça se confirme sur le long terme en playoff. Selon moi, ça ne va pas nécessairement les affecter. Après, c'est pas une équipe forcément en attaque qui va être vraiment flamboyante par son attaque, ainsi de suite. C'est aussi les essors du jeu au poste, quoi. Hein, voilà. Hein. Mais quand même à surveiller. Bon, j'ai cité aussi les remplaçants parce que je trouve que leur banc est assez faible. Après, dans l'idée, en playoff, les rotations c'est courte. Faire jouer des mecs 40 ou 42 minutes, c'est pas inédit, quoi. C'est pas un truc, c'est pas un blasphème. Donc ça à voir, je l'ai cité quand même, comme ça tout le monde est content. Bon alors, j'en ai parlé un peu tout le long, c'était un peu le fil rouge dans tout ça, c'est le style de jeu de Philadelphie. Toute leur attaque est organisée autour de Joel Embiid, surtout sur demi-terrain. Sur tout terrain, on va en parler. Là, Philadelphie a enfin compris ses erreurs passées et a entouré Joel Embiid de shooters. Donc on a cité Seth Curry, Danny Green, Tobias Harris, Furkan Korkmaz, Shake Milton qui peut, George Hill qui peut, enfin, même Ty Bull sur un malentendu, il peut en mettre. L'objectif, avant tout, dans tout ça, c'est de punir les prises à deux. Il ne faut pas que l'équipe adverse puisse se dire que doubler Joel Embiid, c'est la solution de facilité et ça va les aider. Il faut que dès qu'ils vont empêcher Joel Embiid son chantier, qu'ils vont chercher à l'empêcher, parce que l'autre c'est un bon maçon, hein, il aime bien taper dans les murs. Si il y a prise à deux, il faut que ça ressorte et il faut que ça tombe sur un shooter. Comme ça, la prochaine fois où Joel Embiid va recevoir la balle au poste, mais l'équipe va réfléchir en mode je préfère prendre 2 points de Joel Embiid ou me prendre un 3 points sur la gueule. Ça, c'est toujours perte, récompense, tout ça. Donc, ça à voir sur ça. Après, sur transition, c'est très simple. Hein. C'est Ben Simmons, tu cours, tu cours, tu cours, tu cours. Tu captes le rebond, tu cours. Joel Embiid capte le rebond, il passe à Ben Simmons, il court. Interception, vous courez. C'est vraiment axé là-dessus parce que la force principale de Ben Simmons, c'est son athlétisme, sa vitesse, sa puissance quand il arrive lancé. Et le problème, c'est que sur demi-terrain, se lancer avec la raquette qui est un peu comprimée par rien que la présence de Joel Embiid, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est vraiment ces espaces de liberté. On va pas oublier Tobias Harris, tant qu'on y est, qui fait une grosse saison, qui montre de plus en plus ce qu'il a pu faire par exemple aux Clippers par le passé, que j'ai beaucoup apprécié, c'était sous Doc Rivers, hein, quelle coïncidence. On peut voir qu'il commence à avoir de plus en plus de ballons, qu'il joue de mieux en mieux, c'est un contre un. Il a lui aussi des petits jeux au poste, qui font du bien. Il est de mieux en mieux à 3 points, avec un dribble, sans dribble, tout seul, jouer sur un contre un, feinte, hop, je m'élève sur ta tête. Ça fait, j'adore vraiment ce joueur quand il est aussi bien dans son basket. C'est vraiment un plaisir à voir jouer. Bon, en défense, hein, comme je l'ai un peu expliqué par le passé, hein, c'est Joel Embiid dans la raquette qui ancre tout. C'est lui le général. Il y en a beaucoup qui demandent Ben Simmons en tant que défenseur de l'année. Pour moi, c'est pas le meilleur défenseur de son équipe. Le meilleur défenseur de son équipe, le plus impactant, parlons plus comme ça, le plus impactant dans son équipe, c'est Joel Embiid, qui rien que par sa présence dégoûte tout le monde. Ben Simmons, il peut prendre des bouillons, parce que quand tu défends sur un extérieur, surtout dans la ligue actuelle, il y a beaucoup de mecs qui peuvent te mettre sanction. T'as beau défendre le mieux du monde, tu vas prendre sanction. Tu t'arrêtes à ça de la main du mec qui est en train de shooter, il le met quand même. C'est ce qu'on appelle good defense, better offense. C'est bonne défense, mais meilleure attaque. Et au basket, c'est vraiment présent. C'est-à-dire que si tu es face à un attaquant fantastique, tu as beau défendre du mieux du monde, tu vas t'en prendre. Après, c'est la quantité que tu vas en prendre qui a regardé. Mais pour le coup, oui, c'est ça. C'est Joel Embiid dans la raquette, Ben Simmons qui harcèle le meilleur extérieur adverse. Il fait un gros taf dessus et mes félicitations à lui. Pour moi, c'est le deuxième au défenseur de l'année. Mais Rudy, hein, on en reparlera un peu plus tard. Parlons maintenant des Washington Wizards qui ont fini 8e de la conférence Est en gagnant le play-in contre les Pacers. Ils ont 34 victoires et 38 défaites. Pas une saison incroyable, mais grosse remontada sur la fin, à coup de cœur, couille, poumon, parce qu'ils commençaient la saison, si je dis pas de bêtises, ils étaient à 6 victoires, 17 défaites, et ils finissent la saison à 34 victoires, 38 défaites. Ils ont été plombés par le Covid, par certaines blessures, Russell Westbrook a mis du temps à monter, mais la fin de saison qu'ils ont fait, c'était incroyable, et on va en discuter un peu. Donc parlons du 5 majeur. Alors,
très simple. Vous allez être un peu surpris par 5 majeurs, mais c'est comme ça que Washington a fini la saison. Peut-être qu'il s'est un peu modifié au début des playoffs, mais pour moi, ils n'ont pas de raison de le faire. Alors on commence avec Russell Westbrook qui joue meneur, hein, le marsupilami, hein, ce fou furieux, qu'est-ce que je le kiffe. Bradley Beal en arrière qui a pas eu de chance, qui finit deuxième au meilleur scoreur, hein, désolé mon Brad. Raoul Neto qui est meneur de base, que je fais commencer en tant qu'ailier. C'est comme ça que Washington a fini la saison avec 3 extérieurs. Après, si vous voulez foutre Westbrook en ailier, Raoul Neto en meneur, Bradley Beal en ailier, vous faites comme vous voulez. Mais l'idée, c'est à peu près ça, quoi. Porteur de balle Westbrook, Raoul Neto un peu à l'opposé. Rui Hachimura en tant qu'ailier fort, et Alex Len au pivot. En tout cas, moi, je le fais commencer. C'est ma vision des choses. Si vous n'êtes pas d'accord, ou si Scott Brooks n'est pas d'accord, c'est son problème. On peut voir un truc, c'est que... Bon, déjà, Russell Westbrook, hein, félicitations. Quatrième saison en triple-double, si je dis pas de bêtises. Il a des stats de gros porc. 11 rebonds, meilleur passeur de la ligue, 11 passes. Mais qui fait un 90, il prend autant de rebonds qu'un pivot. On n'aura jamais assez de mots pour le décrire. Pour moi, meneur le plus athlétique de toute l'histoire. Enfin, c'est pas une vidéo de Russell Westbrook, donc s'il faut un jour j'en ferai une pour expliquer un peu tout ça, mais pour l'instant c'est pas la priorité. Bon, Bradley Beal, j'en ai un peu parlé, c'est pareil, gros scoreur, il n'a pas vraiment besoin du ballon, donc forcément ça aide beaucoup Washington à jouer son jeu, qu'on va un peu développer derrière. Un petit souci selon moi, c'est un peu le spacing. Parce que si on regarde, bon, ben Westbrook, hein, c'est pas, ça n'a jamais été un shooter, hein, 31% au tir, enfin, à 3 points. C'est pas ouf du tout. Ouais, c'est pareil, après de Bradley Beal à 35% et Hachimura à 32%. Bon, t'as juste Raoul Neto qui élève un peu le niveau, mais bon, c'est pas vraiment le jeu de Washington. On peut voir aussi la présence d'Alex Len que j'ai mis, mais il y a deux autres pivots dont je vais parler. Alex Len, pour de l'impact, c'est un boucher, il veut du rebond, il va en manger, il va faire un peu de compte. Enfin, ça fait du bien d'avoir un guerrier comme ça, surtout dans cette équipe qui est dominée par vraiment l'état d'esprit Russell Westbrookien. C'est vraiment les Spartiates, ils sont partis à la guerre. Donc ça fait très plaisir. Et Raoul Neto, que j'ai évoqué en ailier, qui joue en gros un rôle de deuxième porteur de ballon quand c'est pas Russell Westbrook, qui sinon va se cacher un peu dans le coin, qui fait office un peu de deuxième playmaker, deuxième organisateur. Parce que Bradley Beal joue soit son 1 contre 1, soit son ballon en démarquage. Donc avoir un mec comme ça fait du bien. Surtout avec la blessure de Denny Avdia, le petit rookie qui était titulaire au poste 3 et qui leur faisait beaucoup de bien. Mais ça fonctionne comme ça. Donc en soi, on est dans une NBA où avoir forcément que des grands sur les extérieurs, c'est plus nécessaire, c'est plus autant nécessaire qu'auparavant, on dirait. Alors, on va évoquer les remplaçants. Donc, en remplaçants importants qui, selon moi, vont jouer en playoff, on a Ish Smith qui est meneur, Garrison Matthews qui joue arrière ailier, bon, Isaac Bonga qui joue meneur ailier arrière, je l'ai mis ailier parce qu'il fait 2,3 m, mais en soi, c'est un peu un prototype un peu bizarre, Isaac Bonga. Davis Bertans, le fameux cliché de l'Européen qui défend pas et qui shoot comme un ouf à 3 points et qui est un pétard ambulant, il est capable de t'en prendre 3 de suite, il va en louper 6, il s'en fout, il continue à shooter, j'adore ce mec. Et Daniel Gafford, je l'ai mis avant Robin Lopez qu'on va évoquer après. Daniel Gafford, qu'est-ce que ça fait plaisir de le voir. Il se morfondait à Chicago, il arrive à Washington. Ah, toi aussi, t'es un fou furieux athlétique qui adore sauter dans tous les sens. Ben, bienvenue au club, mon pote. Et comment il se fait servir proche du cercle et sa capacité à contrer son athlétisme fait beaucoup de bien à Washington, qui est un peu dépeuplé à l'intérieur, dans la raquette. Donc oui, j'ai mis Smith en porteur de balle organisateur, c'est surtout il va se créer son tir, il va faire un peu de passe d'ess, ainsi de suite. On a Garrison Matthews qui est aussi un prototype du shooter Babtou, qui mène l'intensité, ça fait plaisir à voir, je l'ai vraiment apprécié, je l'ai découvert un peu cette saison. Il fait vraiment plaisir à voir, il met de l'intensité, il met des gros tirs, il n'a pas peur. C'est un mec sur qui, selon moi, on peut compter en playoff. Isaac Bonga, 21 ans, comme j'expliquais, ça m'étonnerait qu'il joue beaucoup en playoff. On va voir ça, hein, mais selon moi, ça m'étonnerait. Parce qu'il n'est pas développé assez bien, il n'a pas vraiment de tir, il peut un peu porter le ballon, il peut prendre du rebond, mais c'est pas un joueur qui va être décisif pour l'instant. Faut pas oublier qu'il a que 21 ans. Davis Bertans, qui malgré son gros contrat, qui shoot dans tous les sens, et comme je l'ai un peu expliqué, le spacing à Washington, c'est un peu complexe pour l'instant, donc ça fait du bien. Le mec, il est à 39,5% à 3 points, donc t'as besoin de ça à Washington. En mention, j'ai cité Jérôme Robinson, qui est un arrière-ailier, qui peut un peu tout faire, qui peut marquer des points et tout. Après, c'est pas, selon moi, un joueur très impactant. C'est con, hein, j'espère qu'il va se développer. Il a été drafté un peu bâtardement par les Clippers en 13e derrière Shai Gilgeous-Alexander. Faut voir comment il se développera. Je pense que ça va devenir un bon petit role-player, mais pour l'instant, il sera pas assez impactant selon moi en playoff. Et après, j'ai parlé de Robin Lopez, l'autre jumeau, le frère de Brooke, qui est à Milwaukee, ce bon vieux Tahiti Bob, qui m'a beaucoup fait marrer sur cette fin de saison par son agressivité,
Vraiment le bon vétéran qui fait plaisir à voir. Alors il peut un peu péter les plombs sur ces petits hooks là, un peu bizarres là. Il les maîtrise bien, hein, mais des fois il pète un plomb, je trouve. Il va en prendre à 4-5 mètres du cercle, gros comme toi, t'es pas Karim Abdul-Jabbar. Mais sinon, ça fait du bien, ça confirme cette mentalité d'intensité, de rage. C'est vraiment un guerrier, un dur au mal, et ça leur fait beaucoup de bien. Bon, le point qui fâche, les blessures. Thomas Bryant, fin de saison, leur petit pivot de 2,8 m qui shoot à 3 points, qui défend pas, vraiment mentalité Washington, c'est une caricature, ça me fait trop rigoler. C'est dommage, hein, ça leur ferait du bien parce qu'à l'intérieur ils sont un peu vides, après c'est surtout défensivement qu'ils sont vides, et je pense pas que ça leur ferait une révolution qui soit là, hein. C'est surtout que ça leur apporterait un peu de spacing en attaque. Ça leur ferait pas de mal, parce il a un petit shoot à 3 points, il shoot un peu à mi-distance, enfin et même il a de l'intensité, ça fait plaisir. J'espère qu'il va bien se remettre parce qu'il est encore jeune, il a du potentiel pour évoluer vers quelque chose de meilleur. Et puis bon, Denis Avdija qui s'est fracturé le pied, pareil, lui aussi c'est fin de saison, c'est caput. Le petit Israélien là il a eu une saison un peu compliquée, mais il a montré quand même de bonnes choses. C'est-à-dire que tout le monde l'a rêvé comme un nouveau Luka Doncic, alors que le mec c'est pour l'instant juste un couteau suisse offensif, plus dans le délire d'un Batum que d'un Luka Doncic. Pour moi, il doit se développer avec Batum en axe de vue, et s'il peut devenir meilleur, ben je lui souhaite, hein. Mais pour l'instant, son dribble n'était pas assuré. Sa création dans le jeu, c'était pas forcément toujours ça. Il n'était pas forcément non plus tout le temps servi dans les bonnes conditions, n'ayons pas peur de dire les mots. Mais c'est pareil, son shoot était un peu aléatoire. J'espère qu'il va bien se remettre, qu'il va prendre le temps, qu'il va bien travailler pendant cet été, qu'il passe à autre chose et qu'il voit déjà la saison d'après ses axes de développement. Je crois qu'il a 20 ans, donc j'attends de voir et j'espère qu'il va faire de belles choses. Allez, on aborde la partie qui fait rire. Les stats. Alors, point fort, l'attaque. Point faible, la défense. Washington joue à 100 l'heure. Donc ça se voit notamment par l'attaque. Troisième au point marqué par match. Cinquième au point dans la raquette. Enfin, déjà, rien que ces deux stats, ça résume très bien le jeu de Washington. Ensuite, ils tentent le plus de lancers francs de la ligue par match. Ça veut dire t'attaques le cercle. Il n'y a pas de secret. Les lancers francs au basket, tu les obtiens en ayant des fautes. Et les fautes, tu les obtiens en allant au cercle. Et le corollaire qui va bien, il provoque le plus de fautes personnelles adverses par match, premier de la ligue. Donc félicitations à eux. C'est aussi leur jeu qui va te rentrer dedans, qui va te chercher à te faire mal et ça fait très plaisir. Au niveau du rebond défensif et du rebond par match, rebond défensif, ils sont 6e de la ligue. Et pareil pour les rebonds par match. Ça aussi, c'est l'apport Russell Westbrook, hein. Quand t'as un meneur qui te prend 11 rebonds, forcément l'équipe, elle est plus tranquille. J'ai pas trop parlé de Rui Hachimura jusqu'à présent, mais c'est pareil, lui aussi, il prend du rebond, ça fait plaisir, c'est un petit jeune, il en veut, c'est cool. Et un petit fait de défense, mais qui correspond un peu à leur mentalité de jeu, c'est ils sont la 4e défense sur contre-attaque de la ligue. Ils en prennent le moins de la ligue, ils sont le 4e de la ligue. C'est super intéressant parce qu'ils jouent à 100 à l'heure, donc du coup, vu qu'ils jouent à 100 à l'heure, ils se replacent vite et ça les empêche de prendre des contre-attaques. Donc ça c'est cool, parce qu'en fait le phénomène c'est que si toi tu joues à 100 à l'heure, l'équipe en face va être tentée de jouer à 100 à l'heure aussi. Mais le problème c'est que les équipes en face sont pas forcément formatées, entraînées pour jouer comme ça. Donc il va y avoir du déchet. Donc si tu arrives à les mettre dans ce jeu-là de con, et que toi t'es le plus con, tu gagnes. C'est con ce que je dis, mais c'est comme ça. Après bon, voilà, hein, la défense, dans les points faibles, hein, on va passer aux points faibles. La défense, 30e de la ligue, il n'y a pas de secret. Pareil, dans le quatrième quart-temps, ils prennent le plus de points de la ligue. Bon, après, ils en marquent beaucoup dans le quatrième quart-temps aussi, ça compense. 20e de la ligue au pourcentage de tir adverse. Voilà, bon, on a compris, j'ai pas besoin de faire toute la liste, il y a les blocs aussi. Bon, ça veut dire très simplement que quand tu joues vite en attaque, t'as pas forcément envie de te donner en défense. C'est une façon de voir le basket. Moi, personnellement, je pense pas que ça va les mener très loin, mais bon, c'est toujours fun à voir jouer en tout cas. Bon, les pertes de balles. Les pertes de balles, ça c'est l'effet Russell Westbrook encore une fois. Je crois qu'il en perd quasiment 4 par match. Bah ouais, mais l'autre il est tellement vif, tellement rapide que même dans sa tête, des fois ça va trop vite pour son corps, quoi. Enfin, son corps va trop vite pour sa tête plutôt. Après, on a aussi le 35% à 3 points, c'est très peu, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, c'est le spacing. Le truc, c'est que Washington se nourrit des mi-distances de Bradley Beal, des mi-distances d'Hachimura, des mi-distances de Westbrook et ses attaques du cercle. Pareil pour Bradley Beal et Hachimura qui attaquent le cercle, hein, mais vous m'avez compris. C'est vraiment une équipe qui joue un peu anachronique de ce côté-là, c'est-à-dire qu'ils prennent un peu moins de 3 points que tout le monde, dans une NBA moderne qui est vraiment dominée par cette révolution du 3 points, enfin l'effet Golden State, Stephen Curry, quoi. Après, le truc qui est paradoxal dans tout ce que j'ai dit, c'est que ils sont 23e de la ligue au point sur contre-attaque. Selon moi, il y a une raison qui est assez claire, c'est que Bradley Beal, c'est pas vraiment un joueur de contre-attaque.
Russell Westbrook va les jouer à fond, hein, mais Bradley Beal n'est pas un joueur de contre-attaque, Raoul Neto non plus, ainsi de suite. C'est des joueurs de demi-terrain qui ont besoin de se démarquer, qui ont besoin d'avoir des écrans posés pour eux, ainsi de suite. Donc c'est sûr que c'est plus compliqué pour eux. Mais ça n'empêche pas qu'ils jouent quand même à 100 à l'heure. C'est assez particulier. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le panier, mais une fois le panier pris, ils vont remonter vite le terrain, ils vont agresser vite le cercle. Ça, c'est une chose qui t'empêche mentalement de pouvoir te reposer. Quand l'adversaire te laisse pas le temps de placer ta défense et continue à y aller, à attaquer, à attaquer. Donc c'est une de leurs caractéristiques. Je l'ai mis dans le point faible pour justement souligner cette contradiction que je fais que dire. Genre, ils jouent à 100 à l'heure, mais en même temps, ils mettent pas beaucoup de points en contre-attaque. C'est le petit paradoxe. Bon, on va parler de leur style de jeu. Russell Westbrook, porteur de balle. Raoul Neto, Ish Smith qui peuvent dépanner, Ish Smith en sortie de banc. Mais Russell Westbrook, porteur de balle principal. Il remonte le ballon, il joue principalement en pick and roll. Donc soit avec Alex Len, Daniel Gafford, Rui Hachimura ou même Robin Lopez, avec qui ils ont une certaine entente, c'est drôle à voir les deux osios là, le Marsupilami et Tahiti Bob. Sinon, le jeu c'est du démarquage pour Bradley Beal. C'est-à-dire que Bradley Beal, vous allez voir courir sur tout le terrain, prendre un ou deux écrans, se retrouver tout seul à mi-distance, se lever, envoyer ou percuter vers le cercle. C'est vraiment ça à peu près leur jeu. Soit Westbrook va se débrouiller pour créer des points ou en prendre, ou en mettre. Soit Bradley Beal va se débrouiller pour se démarquer et en mettre. On a aussi ce bon vieux Rui Hachimura qui cette saison a été très intéressant. Alors il est autour des 17 points par match, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est un ailier fort à l'ancienne. Ça prend beaucoup de mi-distance, 32% à 3 points en même temps, ça aide pas, mais ça prend beaucoup de mi-distance, beaucoup de petits jeux au poste avec des petits fade away et tout. C'est un peu vintage, j'aime beaucoup le voir jouer. Mais pour le coup, à voir. Il va falloir qu'il se développe aussi à 3 points parce que Washington ne pourra pas aller très loin avec si peu de 3 points. C'est impossible avec la NBA actuelle. Et pour le coup, la défense, enfin, que voulez-vous que je dise, hein, t'as Alex Len ou Daniel Gafford qui font illusion, même Robin Lopez, en mettant des contres ou en gênant un peu dans la raquette. Mais le reste, c'est un peu la foire à la saucisse, quoi. Chimura, c'est pas un gros défenseur. Westbrook, il est un peu flemmard de ce côté-là. Bradley Beal, un peu, hein, je l'adore, mais il faut pas se mentir, hein. Raoul Neto, il a pas la taille, et puis généralement, il prend les gens que Westbrook ou Bill ne veulent pas, donc bon, mais c'est pas un spécialiste défensif non plus. Ils ont clairement fait ce pari-là, hein. Tout pour l'attaque et moins de défense. Écoute, c'est voilà, hein, c'est chacun sa philosophie, hein. Pour l'instant, ça fonctionne pas si mal. D'un côté, ils ont fini 8ème, mais de l'autre, je sais pas si ça va aller très loin, quoi. Donc, maintenant, on va passer aux clés du match, aux clés de la série. Pour moi, il y en a 3 qui vont être intéressantes à distinguer. On va parler en premier directement Joel Embiid contre le reste du monde. Joel Embiid, c'est un désastre atomique, c'est un désastre écologique, c'est un désastre sportif pour quiconque l'affronte. Tu peux rien faire. Il va te dominer, il va te manger, il va te mettre des contres et en plus il parle, il parle, il parle. Eh ta mère, eh truc, eh je vis dans ta tête. Salut Drummond. Enfin, je pense que vous connaissez Joel Embiid, je ne vais pas vous le décrire, mais le truc c'est que surtout, qui va affronter dans cette série? Alors j'aime bien Alex Len qui a été drafté par Phoenix. Daniel Gafford aussi, j'aime bien son profil, hein. Robin Lopez aussi, mais faut rien faire. Faut rien faire. Donc pour moi, c'est vraiment la première clé de la série. C'est ce moment où tu te dis, merde, comment je fais? Comment je fais pour le choper? Comment je fais pour l'arrêter, pour le contenir? Pour moi, ça va être très très compliqué. Si Joel Embiid commence à prendre trop de 3 points, Washington a gagné, hein. Je vous le dis, eux, ils seront hyper heureux de le faire. Mais en attendant, je pense pas que ça va se produire comme ça. En deuxième clé de la série, on va parler un peu de cette espèce de duel dans le duel entre Ben Simmons et Russell Westbrook. On pourrait dire très simplement Russell Westbrook et son caractère de cochon contre Philadelphie. Je vais parler de Ben Simmons parce qu'ils se ressemblent sur plein d'aspects pour les comparer un peu et voir la chose. Donc, Ben Simmons n'est pas un scoreur. N'ayons pas peur des mots, il ne sait pas shooter. Bon, il a d'autres qualités, hein. C'est un très bon passeur, très bon rebondeur, athlétique, très bon défenseur, ainsi de suite. Mais le problème, c'est qu'en face, il va devoir scoltiner soit Russell Westbrook, soit Bradley Beal. Il n'a pas les armes, selon moi, pour défendre efficacement sur les deux. Bradley Beal va le faire courir partout dans les écrans, Russell Westbrook va le choper et va lui mettre des écrans, enfin, va demander un pick and roll et va essayer de le jouer un peu à l'épaule et tout, va le faire chier. Enfin, c'est compliqué pour lui, c'est très compliqué pour lui. Il va falloir qu'il trouve un moyen d'être impactant, surtout sur les contre-attaques, sur la distribution du jeu, ainsi de suite. Parce que de l'autre côté, je devais parler de Russell Westbrook. Quel monstre! C'est vraiment, en une saison, il est devenu l'âme de cette équipe. Il est devenu le daron, le capitaine, il fait tout. Faire une saison en triple-double, je sais, il y en a beaucoup qui chialent, ouais, mais on lui laisse les rebonds, je sais pas quoi. Enfin, il en prend quand même beaucoup sur la tête des grands, hein. Il s'envole comme ça et il a pas peur d'y aller avec les épaules, il est solide et tout.
Mais le truc, c'est que c'est vraiment, mentalement, c'est lui qui il soulève vraiment toute l'équipe de Washington, il les porte. Bradley Beal est très bon, il n'y a pas de souci, c'est un gros scoreur et il n'y a pas de problème. Mais je parle du point de vue mental, je parle du point de vue intensité, hargne, rage. Tu sens que le mec est habité et que c'est un vrai général. Donc pour le coup, on sait qu'il va faire des cagades parce que le Westbrook, hein, des fois il a les fils qui se touchent, comme j'expliquais, hein, son corps va trop vite pour sa tête. Mais s'il arrive à limiter tout ça, il peut peut-être faire des petites différences qui permettront à Washington de l'emporter sur le long terme, ou au moins d'être chiant, chiant pour Philadelphie. Parce que je suis pas sûr que mentalement il soit prêt à se battre physiquement. Je veux pas dire se taper, hein. Je parle surtout de se battre sur la mentalité, sur le point de vue mental avec Westbrook. Et en troisième clé de la série, selon moi, ben, attaque contre défense. D'un côté, on a une attaque folle furieuse des Wizards, et de l'autre, on a une des meilleures défenses de la ligue. Qui va gagner? Selon moi, la défense de Philadelphie est quand même supérieure à l'attaque de Washington. S'ils n'ont pas vraiment de, hormis Bradley Beal, hein, bien sûr, ils n'ont pas vraiment de fond de jeu, de liant. C'est quelque chose qui est contrable. Les pires attaques, c'est celles où tu ne peux pas prévoir d'où vient le danger. Avec Russell Westbrook, tu peux prévenir à peu près. Mi-distance, proche du cercle, les écrans, les passes au pivot, les passes à 3 points. Tu peux à peu près essayer. Mais la défense de Philadelphie, pour moi, va les manger. Je suis désolé, hein. Bon, après tout ça, on enchaîne avec le pronostic. Alors, selon moi, ben, ça va être très simple, très rapide. Philadelphie va gagner. 4-0, 4-1 peut-être, mais Philadelphie passe au second tour, c'est sûr et certain. Dans le sens où Washington n'a pas les armes. Ils ont beau avoir une grosse mentalité, un cœur énorme, et ils pourront pas. T'as pas assez de talent. Tobias Harris, que j'ai parlé un peu, ben, le jour où il te met 30 points, ben, c'est pareil, qui défend sur Tobias Harris? T'as Rui Hachimura qui peut faire illusion, mais il va prendre une sauce. Ben Simmons, le jour où il est à 15 points, c'est pareil, qu'est-ce que tu fais? Joel Embiid, faut pas s'étonner s'il fait un match à 40 points, 16 rebonds, 4 contre, 2 interceptions. Pour moi, c'est imbattable par Washington. Ils ont plein de problèmes, hein. Peut-être ils vont perdre sur d'autres équipes qui peuvent leur donner des arguments qui vont les embêter. Mais là, pour le coup, Washington, pour moi, n'a aucun argument pour les embêter. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Un peu long, là, j'ai l'impression. On va voir ça au montage. En attendant, ben, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez envie. Si vous voulez m'insulter, n'hésitez pas non plus. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine preview ou une prochaine fois où on parlera basket. Allez, salut!